Oui, oui. Donc, merci d'être là pour ce moment où on va parler de ce sentiment d'abandon, ce ressenti réel ou pas d'ailleurs, imaginaire ou bien vécu avec le transgénérationnel. On se connaît depuis quelques mois, années avec Stéphanie. On a déjà proposé des journées transgénérationnelles hypnose et on récidivera au printemps 2023. Nos deux techniques sont très complémentaires. Il faut que tu réactives le son. Excuse-moi, Hélène, j'ai coupé le son de tout le monde et le tien aussi, mais tu peux revenir. Il faut remettre ton micro. Ok, Ça y super. est, Là, merci. voilà, voilà. Hein. Mm. Donc, je ne sais pas où j'en étais, mais toujours est-il qu'avec Stéphanie, on se complète beaucoup dans les accompagnements que l'on propose, sachant que pour guérir de notre transgénérationnel qui nous plombe quand même bien souvent, on a besoin de raconter l'histoire familiale, une fois, deux fois, plusieurs fois, etc., et d'aller dans l'émotionnel tout le temps. L'émotionnel ressenti par nous-mêmes ou ressenti par nos ancêtres. C'est les émotions qui sont transmises de génération en génération qui vont nous phagocyter et nous téléguider dans nos choix de vie. Et donc, avec l'hypnose, c'est très complémentaire parce que l'hypnose va permettre justement de nettoyer ces mémoires émotionnelles et d'aller un petit peu plus profondément dans l'inconscient. Voilà pourquoi voilà, on a jugé bon d'être une fois par mois devant vous pour des thèmes différents et qui mettent vraiment en exergue des fonctionnements qui ne nous appartiennent pas toujours, qui viennent de nos ancêtres et dont il est bon de prendre conscience. Voilà. Donc, de raconter l'histoire, ça permet de prendre conscience, mais ce n'est pas suffisant pour nettoyer, pour se libérer. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est l'abandon. Être abandonné, c'est vraiment être mis hors du banc. Hein, le abandon, c'est le banc. Ouais. Alors, je vais devoir couper tous les sons. Hélène, tu réactiveras ton son, s'il te plaît. Il y a Oui. quelque chose qui est un peu embêtant. Est-ce que vous voulez bien penser à couper vos sons parce qu'on est un peu nombreux aujourd'hui et du coup, j'ai du mal à voir tout le monde. Voilà, ça a l'air d'aller. Ok, tu peux revenir, Hélène. Voilà, voilà, très bien. Super. Voilà. Alors, pour revenir juste à l'étymologie, j'ai trouvé intéressant le mot ban, B-A-N, signifiait au Moyen Âge un territoire soumis à la juridiction du suzerain. Donc, c'était vraiment sous le pouvoir, exclu ou non d'ailleurs, rajouté ou non hein, dans le territoire, la juridiction. Et donc, le mot, par exemple, banlieue, c'est hors du ban de la ville. Donc, tous ceux qui se trouvent à l'extérieur de la vie de la société, c'est souvent justement ceux qui habitent loin dans les banlieues. Voilà, donc ça, c'est une petite introduction. Donc, en fait, avec cette explication du mot abandon, on peut avoir de multiples formes d'abandon. Il n'y a pas que l'abandon réel ou l'enfant adopté qui a été abandonné avant. Hein. Il peut y avoir les exclusions du clan parce que tel personnage n'est pas aimé, n'est pas correct selon la loi familiale, n'a pas le métier qu'il faut ou le conjoint qu'il faut. Hein, donc ça peut être ça. Il peut y avoir une autre forme comme la maltraitance. Un enfant qui est battu se sent abandonné de l'amour, de l'affection de ses parents, hein, de la cellule. Donc, tout ce qui est de l'ordre du rejet aussi, quand on ressent du rejet, il va y avoir aussi derrière la notion d'abandon. Hein, voilà. Et puis, en fait, toutes les situations où on se sent pas assez aimé, pas assez reconnu, pas assez soutenu dans nos choix de vie. Donc, ça peut être, par exemple, un enfant qui décide de faire telles études et dans le clan, ça ne se fait pas. Eh bien, il ne va pas être soutenu, il ne va pas avoir l'attention et l'écoute
justement des parents. Peut-être qu'il n'aura aucune aide financière aussi. Donc là, le ressenti d'abandon s'impose tout naturellement. Donc vous imaginez de génération en génération toutes ces mémoires-là que l'on peut encore porter parce qu'on aura peut-être eu un grand-père qui n'était pas dans le droit chemin de la famille, ou une cousine, ou un oncle ou une tante. Donc voilà, hein, et on porte tout ça à charge pour l'un des descendants de réveiller le clan sur la notion d'abandon. Et bien souvent, celui qui va réveiller l'abandon, c'est celui qui va en prendre conscience dans sa vie, donc déjà expérimenter ça. Ça peut être des conjoints, des compagnons de vie ou des compagnes de vie qui ne font que l'abandonner, que partir, que ne pas vouloir s'engager. Voilà, hein, il peut y avoir ça. Donc, voilà, hein, il va y avoir plein de situations possibles. Et une fois qu'on détricote un petit peu tout, on va pouvoir s'alléger un petit peu de ces situations-là et puis de ces comportements que ça induit. Voilà, parce que l'abandon va induire des comportements. Alors Hélène, j'en profite juste pour indiquer aux personnes qui sont avec nous que la première partie de cette heure, on va la passer à écouter un petit peu Hélène nous raconter tout ce qui se raconte autour de la blessure d'abandon avec le prisme du transgénérationnel. Et la deuxième demi-heure, elle vous est complètement consacrée pour que vous puissiez lui poser des questions. Alors, je voudrais vous dire deux choses par rapport à ça. Vous pouvez faire vos questions dans le chat ou vous pouvez vous exprimer verbalement. Sachez que notre entretien est enregistré parce qu'il y a ensuite un replay pour les personnes qui veulent la réécouter ou l'écouter. Et donc, si vous parlez de votre histoire en posant la question, si vous nommez, si vous mettez des noms ou des prénoms de famille, sachez que ça va être ensuite sur le net. Donc, je vous invite à choisir vos mots, à être prudent pour garder l'anonymat et pour pouvoir quand même poser votre question. Hein, on peut tout à fait en parler de manière large. Là, c'est un travail de groupe qui se fait, donc on peut évidemment en parler. Dans une petite demi-heure, je vous dirai, mais vous pouvez commencer déjà en même temps qu'Hélène parle à réfléchir aux questions si vous avez envie d'avoir des pistes, s'il y a des choses qui vous parlent. Vous pouvez tout à fait nous écrire dans le chat. Voilà. Hélène, on a parlé en préparant la blessure d'abandon, on parlait évidemment du repère de Lise Bourbeau qui a beaucoup travaillé sur les 5 blessures émotionnelles. La blessure d'abandon, c'est, je ne vais pas dire la principale, mais on la retrouve beaucoup en tout cas. Et Lise Bourbeau explique que cette blessure-là, elle se manifeste avec un manquement, dans lequel je vais mettre des guillemets, du parent du sexe opposé, qui pourrait réveiller une blessure d'abandon. Donc, une petite fille avec son papa ou un petit garçon avec sa maman. Et alors, nous, on tempérait un petit peu ça en discutant avec les histoires des gens qu'on a pu voir en consultation au fil des années, où c'est pas aussi simple que ça, selon nous. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Moi, je n'ai pas trouvé forcément hein, justement ce que Lise Bourbeau disait dans ses livres et ses conférences. Peut-être, alors moi, c'est mon explication, hein, ça n'engage que moi. Peut-être que un père avec son enfant peut être sur son féminin et une mère peut être beaucoup sur son masculin. Et peut-être que dans l'explication que Lise Bourbeau donne pour cette blessure d'abandon, il peut y avoir de ça. Hein, donc, avec le sexe opposé, mais ça peut être aussi avec l'énergie du sexe opposé. Hein. Donc, on peut avoir des mamans très masculines et puis des papas qui sont au contraire sur leur polarité féminine. Voilà. Donc, moi, c'était mon explication. Voilà. Moi, je n'ai pas vu de différence. Il peut y avoir des ressentis d'abandon, aussi bien par papa que par maman. Voilà. Est-ce que tu en as un petit peu parlé en prémisse, mais est-ce que tu peux développer un petit peu cette sensation d'abandon qui en fait est plutôt subjective, c'est-à-dire que tu peux avoir un abandon réel, Oui. hein, des parents qui abandonnent un enfant pour plein de raisons, et ce qu'on appelle l'abandon imaginaire, c'est-à-dire factuellement, ça n'a marqué les esprits d'aucun adulte, et l'enfant va vivre ça comme un déchirement. Est-ce que tu as des exemples de ça? Tu as reçu des... Oui, 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 oui.
C'est vrai que le ressenti d'abandon, si dans le clan, j'ai la mission d'ouvrir le clan et de travailler cette blessure-là, je vais me retrouver dans des situations où j'aurai ce ressenti, cette émotion-là. Voilà, hein. Et donc, il va y avoir des comportements particuliers qui vont se mettre en place où l'abandonnique, voilà, hein, c'est le terme utilisé, va valider le fait qu'il est toujours abandonné, en s'auto-sabotant, en se mettant dans des situations où justement il va être abandonné, ou alors en abandonnant très vite la relation avant d'être abandonné, de peur d'être abandonné. Donc il anticipe. Ça peut être quelqu'un, par exemple, un homme, hein, je prends un exemple, qui vit dans la peur que sa femme ne le quitte. Donc depuis, il a peur d'être abandonné, donc il s'engage dans ce couple et il a encore plus peur d'être abandonné. Mais donc, lui, sa sortie, sa situation, sa bouffée d'oxygène, c'est de collectionner des aventures. Donc, évidemment, il se met dans une situation où sa femme ne va plus supporter et va réellement l'abandonner. Mais en même temps, lui, il se dit, c'est au cas où, si elle m'abandonne, j'aurai toujours quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez qu'on peut avoir aussi des comportements qui sont un petit peu atypiques et puis volontairement de mise en danger. Oui, alors Julie nous dit ne pas finaliser des projets ou des études. Ça peut tout à fait être ça aussi, ce que me disait tout à l'heure Ça Nancy. peut être ça. Ça Voilà. peut être ça. Hein. Ça peut être ça. Si, par exemple, vous naissez avec des difficultés lors de l'accouchement. La maman est mise dans une chambre au repos, peut-être sous perfusion. Le bébé est emmené pendant ce temps-là, donc vous, en l'occurrence, êtes mis dans une couveuse pendant quelques heures, peut-être quelques jours. Hein. Et donc, il va y avoir ce sentiment d'abandon des deux côtés. La maman se sent abandonnée de son bébé qu'elle a porté pendant 9 mois, mais le bébé a ce ressenti-là, ce ressentiment-là. Et donc, du coup, il va y avoir après, à quoi bon aller au bout de mes projets si le projet tombe comme ça, dans la difficulté, la douleur et pas ce que j'avais imaginé. Ouais. Donc, là aussi, hein, tout est possible dans les histoires. Dans le profil des personnes qui souffrent de cette blessure-là, ce sont des gens qui répondent à un driver qui s'appelle fait des efforts. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont de grands besogneux, qui sont très, très empathiques, on va en parler un peu plus après, mais qui ont beaucoup, beaucoup de mal à boucler quelque chose. Aller au bout de quelque chose, pour eux, ça leur demande un effort très important. Donc, tant que la blessure n'est pas travaillée, transcendée, on peut sentir que les cycles se répètent et finalement, il y a une boucle qui ne se boucle jamais. Alors, ça peut se jouer dans la sphère professionnelle, personnelle, sociale. Conjugale, amoureuse. Voilà. Il y a vraiment de tout. Donc, par exemple, Samy parle de grand prématuré à 5 mois. Est-ce que la maman a voulu, entre guillemets, vite accoucher parce que peut-être que ça ne se passait pas bien pour elle et du coup, le bébé se sent expulsé trop tôt? Est-ce que c'est lui qui a voulu sortir du ventre où il n'était pas super bien non plus, peut-être? En tout cas, bon, les prématurés, hein, il y a plein d'explications possibles. Toujours est-il que c'est une grande, grande violence de terminer un projet parce que oui, ça peut être aussi si je reste dans le ventre où le liquide amniotique devient dangereux pour moi, ou alors que j'ai le cordon autour du cou, etc., il peut y avoir danger à aller au bout des projets. Et donc, j'abandonne avant d'aller au bout. Donc, moi, j'ai eu le cas aussi plusieurs fois de mamans qui auraient voulu avorter. Et ça, dans notre clan, on en a tous, des grands-mères, des tantes, etc., qui auraient voulu avorter. Et puis, cette maman qui qui aurait voulu avorter, mais ça a raté, ou elle n'est pas allée au bout de son histoire, eh bien, elle envoie l'information à son enfant, aller au bout d'un projet, quel qu'il soit, peut tuer. Parce que l'avortement, c'était le projet de la maman. Et donc, en fait, si je termine quelque chose, je peux
être mort, être en danger de mort. Voilà, hein, ça vient questionner aussi ce tabou, hein, souvent c'est non dit. Hein. Voilà. Alors, Alors, il y a Marie Marine, me ouais. demande ouais, si cette peur, elle peut. Alors, je ne sais pas si la blessure d'abandon, c'est vraiment une peur, mais en tout cas, il y a une émotion de peur probablement derrière qui peut être là. Ça peut être d'autres aussi. Est-ce que ça peut se transmettre à nos enfants? Oui, beaucoup. Un papa qui est abandonné, moi j'en vois beaucoup, hein, des difficultés de filiation, de remonter la filiation, des enfants non reconnus, que ce soit un grand-père, une grande-tante, un père, une mère, eh bien l'enfant va être plus sensible à la notion d'abandon, puisque son père ou son ancêtre l'a connu. Donc c'est un peu comme si ça circulait avec tout le reste, hein, dont on hérite les yeux bleus, le talent de chanter et autres. Là aussi, c'est une émotion, une peur, une blessure qui va circuler plus facilement. Oui. Donc, on transmet tant que ce n'est pas dit, parlé, exprimé et surtout revécu dans le corps, hein, vraiment dans les tripes. Voilà. Ça, c'est important. Alors, les blessures sont reliées évidemment à notre émotionnel et du coup, Hélène, ce que toi tu peux observer à travers l'arbre, ce sont toutes ces émotions. On parlait de peur. Ce sont des gens aussi qui sont souvent empreints d'une espèce de grande tristesse en sous-marin, une forme de mélancolie qui les accompagne. Tu l'identifies ça sur les gens que tu reçois? Oui, ça peut être des gens qui sont hyper dans la sociabilité à tout prix, très adaptables, comme on disait tout à l'heure, et puis qui ont besoin aussi de repli, de solitude, de retrait. Voilà. Ils peuvent être très sociables, très ouverts et en même temps aussi agressifs, voire violents dans leurs paroles. La peur les fait se comporter comme ça, en Hmm. fait. Hein. Alors, j'ai vu passer une question sur un enfant non désiré. Ben, l'enfant non désiré, il peut ne pas comprendre les enfants, par exemple, ses frères et sœurs dans sa fratrie, parce que les autres ont peut-être été désirés, c'est-à-dire ils arrivaient au bon moment de la vie des parents, mais l'enfant non désiré, il a une colère au fond de lui, bien souvent, de ne pas avoir eu sa place, ne serait-ce que dans l'idéal des parents, l'idée des parents de faire un bébé. Et donc, il arrivait au mauvais moment, c'est pas qu'il n'était pas forcément pas aimé, mais il arrivait au mauvais moment de la vie des parents. Et bien souvent, il y a cette notion d'abandon. C'est comme si on ne l'avait pas assez attendu. Hmm. Voilà. Alors, sachant que selon des études scientifiques, le risque de décès dans le premier mois est 2 fois plus important chez les bébés non désirés que chez les autres. Voilà, parce que vraiment, il y a un sentiment de laisser, d'être laissé pour compte. Voilà, ça crée une. Marcel Ruffo, il parle d'une béance affective, un gouffre sans fin. Donc, cette notion de non désiré, elle peut perdurer très, très longtemps dans la vie d'adulte, voire jusqu'à la fin. Il y aura toujours cette petite cicatrice-là, pas toujours refermée. Alors, Samy nous dit que c'est complètement inconscient, donc, alors oui, Oui, oui et non, c'est-à-dire évidemment, ça démarre de manière inconsciente, puisque l'enfant qui vit cette blessure à sa manière-là, il est incapable de mettre des mots, et c'est complètement logique. Et tout le chemin de la guérison de la blessure, parce qu'on va parler d'un chemin, hein, c'est pas un bouton on-off, il va être vraiment de mettre déjà en lumière à la conscience ce qui est en train de se passer pour vous, oui, probablement en relief avec l'histoire familiale, et ça c'est le travail de l'arbre avec Hélène, de réaliser un petit peu, comme dit Rocher, hein, ma mère est abandonnique et ma fille adolescente souffre de la oui, blessure d'abandon. c'est Donc ça. c'est de mettre de la lumière sur ça, et après c'est de déceler toutes ces stratégies qui sont mises en place dans le quotidien pour, euh, pour ne pas réouvrir la blessure, en fait. Hein. C'est Oui, vraiment qu'est-ce que je fais quand je rencontre un homme ou une femme et pourquoi je fais tout pour ne pas être abandonnée alors que cette personne ne me convient pas depuis 15 ans de mariage, par exemple, déjà. c'est ça. Et c'est de C'est ça. commencer à regarder ce truc-là. Déjà, c'est une autre étape qui est faite.
Et là, ça Oui, devient conscient pour répondre à Samy. Et ensuite, ça ne suffit pas pour avancer sur ce chemin-là. Il y a tout ce chemin dont parle Hélène qui est vraiment d'aller chercher dans l'émotionnel comment je peux transcender cette blessure-là. Moi, j'aime oui. bien parler de cicatrice froide un jour, c'est-à-dire que Oui. la blessure, elle existera toujours, elle est là. C'est juste de sentir qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'est refermé et que ça fait plus mal et qu'on voit bien que cette stratégie-là, on décide de ne plus l'utiliser. Je me vois faire et j'arrête de prendre ce chemin-là que je prends depuis 30 ans et j'en prends un Oui, autre et je vois ce que ça raconte. Donc, c'est un oui, peu le chemin de cette blessure-là et je pense de la plupart des blessures. oui, 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 tout à fait, tout Donc, à c'est fait. inconscient, oui et non. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, par contre, ce dont on peut être complètement inconscient, c'est le ressenti de nos ancêtres. Parce que c'est en se mettant dans leur situation qu'ils ont vécu, où on va se rendre compte qu'ils ont pu ressentir l'abandon. Par exemple, dans les familles qui ont traversé les guerres, où il y a eu des fratries séparées entre elles, d'ailleurs, les frères et sœurs étaient répartis dans les familles à la campagne, par exemple, pour, euh, pour échapper à la ville bombardée, et puis séparés de leurs parents. Donc voilà, la notion d'abandon, elle ne vient pas forcément de façon rapide à la conscience. On parle de cette histoire, et puis voilà. Mais quand on se remet dans le contexte, on peut imaginer ces enfants qui ont attendu vainement que leurs parents reviennent, peut-être justement sans les voir arriver un jour d'ailleurs, et puis les frères et sœurs qui ont manqué. Et ces personnes-là, après, en grandissant, elles transmettent l'idée d'avoir des relations fusionnelles, d'avoir des personnes très proches toujours. Et donc, c'est des relations qui peuvent être pour l'entourage très étouffantes. Voilà. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut avoir oubliées. À savoir aussi que sur le plan transgénérationnel, il peut y avoir comment dire, des situations très particulières qui vont engendrer ce ressenti. Par exemple, euh, quelqu'un qui se retrouve au chômage, eh bien, il va se sentir abandonné de la société, avec, en difficulté, abandonné peut-être aussi dans son clan parce que peut-être chômeur égale fainéant ou etc. Donc voilà, hein, on peut se sentir aussi dans des situations ben, pas forcément flagrantes d'abandon. Sachant aussi, par exemple, et ça on en porte beaucoup de mémoire, les parents qui meurent tôt et que les enfants jeunes se retrouvent seuls, élevés par des oncles ou tantes ou grands-parents, eh bien, ces enfants-là se sentent abandonnés. Même si, par exemple, maman meurt du cancer, eh bien, cet enfant-là, on aura beau lui expliquer qu'il n'a pas été abandonné par la maman. D'ailleurs, ça met en colère l'entourage. Et cet enfant, il doit exprimer d'abord sa colère d'avoir été laissé seul, de ne pas avoir été protégé, et il se sent abandonné. Tant qu'on n'a pas pris en compte ça, cette blessure, eh bien, il va buter là-dessus et il va se trouver justement entraîné à vivre des situations d'abandon. Hum. Oui, parce que la vie nous les resserre Ah, encore mieux comme ça. complètement. Elle n'oublie rien et elle répète beaucoup les leçons. Hum. Alors, on arrive bientôt, on est déjà à une demi-heure d'entretien ensemble, donc on va ouvrir le temps des questions-réponses, même si ça a un peu démarré. Donc, vous êtes absolument libre dans le chat de dire que vous voulez vous exprimer verbalement et en vidéo, ou seulement verbalement, ou par chat. Et voilà, on est là pour répondre à vos questions. En attendant que les questions arrivent, effectivement, donc il y a Mout qui nous explique qu'il a perdu sa mère de manière violente à l'âge de 10 ans et qu'aujourd'hui, les relations avec les femmes sont compliquées. Donc, il y a probablement quelque chose à aller chercher là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses, Hélène? Oui, à nettoyer justement ce trauma à cette époque-là. Qu'est-ce que j'ai ressenti à l'âge de 10 ans et puis plus tard, en grandissant, à l'adolescence, à l'âge adulte, etc. Et c'est un peu comme si toutes les femmes devaient, entre guillemets, payer parce qu'une seule m'a abandonné, la maman. Et ça, c'est hyper compliqué.
Donc, c'est vraiment retravailler sur le plan émotionnel ce drame-là, peut-être encore et encore. On sait que les enfants, quand ils font leur deuil, ils ne le font pas comme nous, les adultes. Ils ont besoin d'être dans la vie. Et donc, en fait, ils vont faire des petits morceaux de deuil, de traversée, de processus de deuil, mais ils ne vont pas accomplir le deuil complètement. Peut-être que, justement, il y a peut-être dans le processus de deuil une phase où il est resté figé. Alors, en termes d'abandon, aussi d'autres situations qui sont dramatiques et qui laissent beaucoup d'impact, c'est les mémoires, ce qu'on appelle de profanation de l'enfant, c'est-à-dire les viols, les attouchements, les incestes, la violence, les enfants battus. Là, les enfants, ils sont abandonnés. Il y a Saverio Tomasella, un thérapeute, qui dit ces phénomènes de maltraitance sont caractérisés, dénoncent un abandon radical. Voilà. Hein. L'enfant est abandonné et puis l'enfant n'est pas suffisamment protégé par ses parents. Et puis, voilà, il va y avoir l'abandon caractéristique à ce niveau-là. Donc, voilà, hein, ça, c'est. Et là, on en a pratiquement tout. Il y a un vrai parallèle pour l'enfant entre l'abandon et l'insécurité. Un enfant, il a besoin de se sentir sécure, d'être nourri, d'avoir un toit, au-delà de sentir l'affection de ses parents et tout ça. La sécurité, c'est la base pour l'être humain et toute la vie d'une manière générale. Et du coup, c'est ça qui est mis à mal dans l'abandon. Donc, oui, dans ces problématiques-là, l'insécurité arrive. L'abandonné qui va être très, très, très susceptible et très sensible à tout ce qu'il va juger comme abandonnant. Et donc, par exemple, dans un couple, si par exemple le conjoint passe quelques jours pas bien parce qu'il a ses problématiques de boulot ou peut-être de famille, etc., eh bien, son conjoint abandonnique va ressentir un retrait dans cette relation et ne va pas vouloir entendre la cause rationnelle. Lui va se sentir perdu, abandonné, tout de suite, immédiatement. Voilà. Et donc, pour se sortir de ce schéma-là répétitif, vraiment, il est bon de s'interroger, est-ce que c'est vrai, voilà, et rationnel, et voilà, comment je peux me mettre à distance, faire le pas de côté est nécessaire. Alors, on a plusieurs questions qui sont arrivées. Marine qui nous demande, alors, comment guérir d'une blessure d'abandon si ça vient d'un ancêtre? Est-ce qu'il y a un travail à faire sur nous ou alors est-ce qu'on ne peut rien faire? En fait, on peut tout réparer de nos ancêtres. Quand on se remet dans le contexte, on peut réparer les ancêtres qui n'ont pas assez pleuré pour un deuil, les colères qu'ils voulaient exprimer. Donc, la blessure d'abandon, je me ressens abandonnée. Donc, voilà, on les fait parler, on évoque leur ressenti. Si c'est juste et pertinent, votre corps va réagir. Vous allez vous mettre peut-être à transpirer, à trembler, à pleurer, à être en émotion parce que vous racontez l'histoire de cet ancêtre-là. Donc, peut-être que c'est juste, votre corps réagit. Voilà. Donc, ça, c'est important aussi de savoir qu'on peut justement travailler et remettre de la fluidité sur quelque chose qui était bloqué, ce que j'appelle les nœuds émotionnels de l'âme. On a Samy qui nous demande du coup s'il y a plusieurs facteurs possibles au niveau de cette blessure d'abandon. Je dirais, on cumule un peu les mandats, c'est-à-dire le père absent et puis du coup la mère qui est complètement angoissée d'avoir été rejetée. Ou qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ça arrive d'avoir une espèce d'effet qui se passe comme ça? Ouais. Bien sûr, un papa qui rentre du boulot tous les jours et il sait pertinemment que sa boîte va fermer dans un mois, il ne sait pas comment il va nourrir les enfants, il est dans le souci, il n'est pas un papa attentionné. Ce n'est pas qu'il n'aime pas ses enfants, mais c'est qu'il ne peut pas. Donc, les enfants peuvent se sentir abandonnés. Et donc, en fait, c'est ce père absent dans son psychisme, hein, pas physiquement, va peut-être générer dans l'ambiance familiale beaucoup d'angoisse et les enfants se sentent encore une fois de plus abandonnés parce qu'en fait, il y a cette ambiance-là, ce climat
qui plombe avec des énergies vibratoires basses. Voilà. Hein, donc, voilà. Alors, en plus, on a la facilité de se mettre dans des situations ou de choisir des chemins qui vont nous faire valider le fait qu'on est abandonné. Si dans mon enfance, mon père a été absent, ma mère toujours angoissée, toujours dans ses peurs, moi, je me sens abandonnée. Donc, je vais me mettre dans des situations dans ma vie pour valider. Donc, je vais trouver, par exemple, que des hommes mariés, par exemple, ou je vais me mettre dans une situation d'homosexualité ou autre, où je sais pertinemment que le clan va m'abandonner. Enfin, je sais pertinemment, inconsciemment, mais je me mets dans des situations où je me mets en difficulté. Et puis, justement, dans la situation que je ne voulais pas du tout. Excusez-moi, Oui. juste pour comprendre, vous avez employé le mot homosexualité, c'est pas une sexualité d'abandon pour vous. Non, 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 non. Ah, Mais dans certains clans, les personnes qui sont atypiques dans leur comportement peuvent être justement abandonnées. ben, justement, c'est mon cas parce que j'ai précisé justement dans le message écrit que je suis né, je suis gay en fait, je suis sourd, je suis né prématuré. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que le sentiment d'abandon est multifactoriel. C'est très complexe, hein, donc ça demande beaucoup plus de travail. Bien Justement. sûr, bien sûr. Si vous voulez, quand on cumule, quand la vie nous envoie des expériences de cumul comme ça, de blessures, de difficultés, moi je me demande si dans le clan, j'irais chercher comme ça, dans les générations au-dessus, quelles sont les situations où les personnes se sont senties abandonnées. Et il n'y en a pas qu'une seule. Pour que la vie vous envoie des situations répétitives d'abandon, il doit y avoir beaucoup de personnes. Moi, c'est une des pistes que je lancerai. Beaucoup de Ben, personnes qui se sont senties abandonnées. pour ma part, j'ai fait l'enquête familiale, si vous préférez, entre guillemets, et j'ai compris que mes parents étaient des personnes abandonnées eux-mêmes, donc ils ont reproduit un schéma inconscient en fait. Mais le sentiment d'abandon est très personnel. L'idée, c'est vraiment de rechercher toutes les situations, d'explorer sur 4-5 générations, toutes les situations où il semble y avoir une piste d'abandon. Voilà, hein, c'est vraiment Et après, d'aller l'explorer dans l'émotionnel, c'est-à-dire une fois que complètement vous l'avez compris, de sentir ce que ça provoque en vous en physiquement, vous. émotionnellement, pour Oui, pouvoir arriver peu à peu à transcender cette difficulté, si c'en est une. tout à Parce fait. que voilà, il faut voir comment ça se vit. C'est jamais Tout à les fait. faits qui sont un problème ou une solution, c'est comment je les vis. Voilà, exactement. Et comment je les ressens, comment je les traverse. Voilà. Merci. 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 Merci, Samy. Stéphanie nous demande comment se débarrasser d'un traumatisme fœtal parce qu'elle a été, elle a été un accident. Ça a démarré comme ça pour elle, avec un avortement clandestin, beaucoup de pertes de sang et qui n'a pas fonctionné. Moi, je voudrais juste dire à Stéphanie qu'un traumatisme fœtal, déjà, il faut voir en quoi, dans votre vie d'aujourd'hui, vous identifiez que c'est problématique. Parce que se débarrasser d'un trauma, c'est déjà identifier les symptômes au présent. Qu'est-ce qui se passe pour moi par rapport à cette histoire-là? Si c'est quelque chose, et je n'en sais rien, qu'on vous a raconté, vraiment identifier en quoi c'est un problème. Là, on peut peut-être vous répondre. Ouais, j'ai arrêté le son. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, Hélène, sur je dirais les avortements oui, enfants non désirés, comme tu disais tout à l'heure. Hein. L'avortement, c'est vraiment, il y a des thérapeutes qui disent que la maman suicide une partie d'elle-même avec l'avortement. Donc, elle abandonne une partie de son âme. Voilà, vraiment, hein, on va dans ces mots-là qui sont difficiles. Donc, évidemment, l'avortement, c'est quelque chose, ça reste une difficulté toute une vie, hein, même si on le vit bien dans l'instant. Et souvent, c'est quelque chose qui se réveille à la ménopause, parce que la perte de la féminité, de la fertilité,
féminité, pardon, de la fertilité et de la maternité possible, vient réveiller toutes ces mémoires-là de fausses couches, d'avortement, d'IVG, etc. Ouais. Et j'ai vu tout à l'heure un message qui parlait de la perte d'un jumeau dans le ventre. Évidemment que le jumeau survivant se sent abandonné, évidemment. Voilà. On a une question par rapport à une personne qui nous demande comment aider sa fille, qui est complètement consciente que lorsqu'elle démarre une relation amoureuse, elle est, donc j'imagine, là je vais dire un terme qui n'est pas noté, mais plutôt dans une dépendance amoureuse parce qu'elle ne sait pas dire non, elle a peur d'être abandonnée. Alors là, pareil, avant que tu prennes la parole, Hélène, ce serait intéressant de savoir quel âge a votre fille parce que voilà, il y a un temps pour tout aussi, je pense. Voilà. Oui, bien sûr. Je ne sais pas quel âge elle a, mais si vous voulez bien nous le partager, j'aurai une petite nuance à apporter aussi là-dessus peut-être. Mais qu'est-ce que la peur de dire non, Hélène, pour quelqu'un qui vit la blessure d'abandon, c'est le... Elle a 16 ans. C'est évident, hein, quand il y a l'abandon dans l'arbre, il va y avoir des clans d'abandonniques, il va y avoir des clans de viol, des clans de malades des reins, voilà, hein, il y a vraiment des répétitions comme ça. Mais être abandonné, c'est ne pas oser se positionner, dire non, s'affirmer en étant atypique. On a tellement peur d'être abandonné qu'on va accepter plein de choses jusqu'à l'autosacrifice, en fait. Alors, comment l'aider? C'est vraiment, à 16 ans, c'est peut-être vous qui pouvez vous mettre en chemin pour elle, déjà dans un premier temps, voir un petit peu qu'est-ce que vous, à votre niveau, ça vient dire, cette notion d'abandon. Est-ce que dans votre clan, sur 2-3 générations, vous pouvez pointer des situations d'abandon? Et puis, voilà, une fois que vous aurez travaillé, vous, en tant que parent, peut-être que votre enfant, ça va désengager l'enfant de loyauté sans qu'elle, elle fasse vraiment ce travail-là maintenant. Je ne dis pas qu'elle n'en aura pas besoin plus tard, mais dans l'instant, elle est encore jeune. Voilà, c'est en ça que je voulais partager. C'est à 16 ans, c'est pas l'heure pour elle de commencer à travailler ce truc-là. Elle a quelque chose à vivre avant d'avoir à le travailler. Il y a un temps pour tout et je pense qu'effectivement, Hélène, c'est déjà le boulot, il se fait par modélisation de génération en génération. C'est ça. En fait, si elle ressent cette blessure de façon plus, c'est que les parents eux-mêmes sont engagés et prisonniers de cette blessure qui existe déjà plus haut. Bien souvent, c'est ça. Alors, on a une personne qui a levé la main, donc je pense qu'elle veut s'exprimer verbalement. Donc c'est utilisateur de Zoom. Donc, si vous voulez bien prendre la parole, on vous écoute. Bonjour. 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 Oui, j'avais une question. Comment ça se fait que un enfant ne réagit pas de la même façon qu'un autre dans la même situation et que donc il y a des enfants qui vont vivre une situation comme un abandon ou un rejet et puis un autre enfant, exactement la même situation, il ne la vivra pas comme ça. Et du coup, pourquoi il y a des personnes qui deviennent, entre guillemets, qui ont des angoisses, des problèmes, etc., par rapport à l'abandon, alors que puis il y a d'autres enfants qui deviennent des adultes tout à fait, on va dire, sains. Dans une fratrie, on arrive déjà, en ayant par exemple les mêmes parents, on arrive à des moments de leur vie très particuliers. Et donc, chaque frère et sœur a des parents spécifiques, même si c'est les mêmes parents. Parce qu'en fait, il vient dans une histoire de couple, il s'aime ou moins, il s'aime moins. Et donc, l'enfant numéro 1 va peut-être avoir un couple parental amoureux, très dans la réussite sociale, etc. L'enfant numéro 2 va peut-être avoir un sentiment tout autre parce que le couple se distend. Peut-être que le père veut abandonner la maman, peut-être que, voilà. Donc, déjà dans l'histoire des parents, il y a déjà des différences. Et puis, il va y avoir aussi, peut-être, moi je mets ça sur un autre plan,
un choix d'incarnation d'âme, c'est-à-dire qu'on choisit, si on y croit à ces incarnations d'âme, on choisit un petit peu les expériences qu'on aura à traverser pour, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que certains ont trouvé plus difficile que d'autres. Mais pour revenir sur le plan transgénérationnel, on a chacun une place dans l'arbre très particulière et aucun enfant de ma génération, par exemple, n'a la même mission que moi. Moi, j'ai cette mission-là particulière, peut-être de réveiller le clan sur certaines choses. Mon frère et ma sœur, ou mes frères et ma sœur et mes cousins, cousines, ont d'autres particularités à travailler. Voilà, donc on a chacun une place et chacun une mission d'ouvrir l'arbre sur un possible mieux, plus léger, plus allégé, voilà, moins traumatisant. Alors, il y a un sujet dont on a parlé déjà, toi et moi, et qui est très intéressant sur Gladys qui nous demande est-ce qu'on retrouve des dépendances à l'alcool ou d'autres dépendances d'ailleurs pour les clans qui subissent la blessure d'abandon? Oui, justement, on en parlait un petit peu avant antenne, Stéphanie. On retrouve beaucoup d'addictions. Alors, ça peut être des addictions à l'alcool, à la télé, aux jeux. Ça peut être des personnes qui ont toujours un fond musical dans la maison ou une télé éclairée comme pour avoir une présence. Voilà. Hein, ça peut être des addictions, mais vraiment euh, très, très, très larges, hein, très variées. Dans cette blessure-là d'abandon, le vide, la solitude, ce sont des notions qui sont abyssales tant qu'elles ne sont pas traitées. On souffre énormément de la solitude, on a l'impression qu'on pourrait se déliter dans cette sensation-là. Et parmi les propositions, je dirais, de guérison, c'est vraiment d'aller goûter à cette solitude-là et de lui trouver d'ailleurs une certaine saveur. La personne qui souffre de la blessure d'abandon, elle est à la fois très, très adaptable, très malléable et très sociable, et à la fois, elle va se replier sur elle-même pour se régénérer dans des temps où on n'attend rien d'elle et où elle n'a pas à se suradapter. Et après, le chemin, ça va être de mettre de la nuance dans tout ça et de se sentir dans cette solitude silencieuse, même par moments, et être bien là-dedans. Et de là, le rapport à la dépendance va pouvoir commencer à se travailler. Oui. Un autre exemple, moi, qui m'avait bien marqué et qui montre combien l'enfant en gestation est sensible. C'est une dame qui me dit que, en fait, pendant sa grossesse, il y a eu besoin d'avoir une ponction du liquide amniotal pour voir un petit peu la qualité. Et donc, elle s'était beaucoup investie en parlant à son bébé, donc les premières semaines. Et puis, les médecins lui disent qu'il faut attendre les résultats pendant 3 semaines. Et donc, elle s'est dit, si je m'investis toujours autant sur ce bébé et qu'il décède, parce qu'il y avait ce risque-là, hein, je vais beaucoup souffrir. Donc, je décide de moins souffrir en ne parlant plus à mon bébé en attendant les résultats. Et puis, 3 semaines après, tout était bien, tout était positif. Donc, elle reprend son lien. Et là, moi, je la rencontre à l'époque où la petite fille a grandi, puisqu'elle avait 5-6 ans. Et pendant une période, elle s'est mise à faire des cauchemars, mais horribles, d'abandon, que sa maman la laissait, qu'elle pleurait, qu'elle avait peur, etc. Ça durait quand même plusieurs semaines. Et un jour, elle lui parle de ce moment-là particulier de sa gestation. Et donc, elle explique qu'elle n'a pas abandonné son bébé, mais que peut-être que le bébé a pu ressentir l'abandon. Et elle explique le contexte. Et voilà, ça a été terminé. Voilà. Ça remonte à la conscience. C'est remonté à la conscience et la petite fille n'a plus eu besoin d'exprimer une peur puisque la peur, ben voilà, elle était tombée avec les explications. Voilà. Donc, elles ont beaucoup pleuré. Il y a eu l'émotion qui a été dite de part et autre, puisque la maman était vraiment triste d'avoir impacté autant l'enfant. Et puis, voilà, il y a eu voilà, cette
cette mise à niveau des émotions liées à cet événement-là. Alors, Stéphanie nous parle à nouveau de la solitude. Alors oui, c'est tout à fait normal, Stéphanie, de souffrir de solitude et en même temps de la rechercher. Là, c'est quand on est justement en train de vivre cette blessure-là. On en souffre parce qu'on n'est pas avec l'autre au sens large du terme et donc on n'est pas en lien, donc on n'a rien à quoi on peut se raccrocher, ni personne. C'est ça. Et en même temps, on la recherche parce qu'on a besoin de se retrouver sans aucun effort entre soi et soi pour pouvoir se régénérer pour la suite. Donc, quand on est dans ce rapport ambigu à la solitude, c'est que voilà, on a encore un peu de chemin à faire sur cette notion de blessure, d'abandon. Ouais. Ouais. Et pour aller mieux, de mieux en mieux, déjà, oui, je vois Samy, est-ce que le succès professionnel peut aider? Oui, voilà. Hein, il y a plein de sphères de notre vie qui peuvent être des réussites à notre sens, qui vont nous nourrir. Et donc là, ça peut permettre d'aller mieux. Là aussi, se pardonner et pardonner. En fait, de pardonner, c'est pas excuser tout, c'est pardonner pour mieux avancer sur son chemin et se libérer. Et puis aussi apprendre aux enfants à se séparer. On peut être distant sans pour autant que les liens soient coupés. Donc, plus la maman va être en sécurité intérieure, plus le papa va l'être aussi, plus ils apprendront à leurs enfants à se séparer et ne plus être en présence, mais se sachant aimer quand même. Voilà, hein, ça c'est super important d'apprendre à, ben oui, maman n'est pas toujours là, mais elle nous aime quand même. Hein, d'être vraiment sûr aussi de ça. Alors Sophie nous parle d'adoption. Alors ce sera probablement peut-être la dernière ou l'avant-dernière question, mais peur de l'abandon de l'enfant adopté, peur que ses parents adoptifs l'abandonnent à nouveau, une espèce de coex comme ça. Si c'est arrivé une fois, la crainte qu'à nouveau ça puisse se reproduire. Est-ce que effectivement les enfants adoptés peuvent avoir cette blessure en eux de facto, vraiment? Bien sûr, tout le temps. En fait, ils vont vivre avec ça et ils seront très sensibles et très fragiles dès l'instant où l'abandon pointe le nez dans leur vie. Donc là aussi, être vigilant pour ne pas se laisser embarquer par la souffrance de l'enfant intérieur, du tout petit enfant, mais plutôt dire aujourd'hui, non, je suis stable, je suis solide, et donc je vois la situation autrement. Faire vraiment le pas de côté. Ça peut aider. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette recherche, c'est-à-dire évidemment, il y a eu des résonances avec les problématiques d'abandon, c'est pas par hasard si on est ensemble aujourd'hui. Avec Hélène, on propose en mars de passer un week-end ensemble. C'est à côté de Montpellier, dans le sud de la France, où vous allez pouvoir, au sein d'un petit groupe, hein, on ne prendra pas beaucoup de participants, on veut vraiment que ça reste quelque chose un collectif plutôt intime. Vous allez pouvoir travailler votre arbre familial en compagnie d'Hélène. Et ensuite, on ira, avec le travail de l'hypnose que je vous proposerai à côté, on ira chercher justement tout ce qui est inconscient et qui a besoin de remonter au conscient pour traiter tout cet émotionnel qui tourne autour du travail de l'arbre. Voilà. Donc ça, ce sera le 11 et 12 mars. On va vous écrire cet après-midi pour vous présenter ça. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais si ça vous intéresse, vous nous écrivez. Et ensuite, il y a aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir contacter Hélène à travers un coffret qui vous est proposé, où vous pouvez travailler votre arbre dans une consultation d'à peu près 90 minutes en compagnie d'Hélène. Et ensuite, derrière, vous recevez un enregistrement d'hypnose pour vous permettre de continuer de dialoguer avec votre clan, selon ce qui sera sorti avec Hélène, avec ma voix. Ou alors un autre pack où vous pouvez avoir une consultation avec l'une et avec l'autre pour avancer sur le sujet. Merci Samy. On va vous envoyer tout ça dans l'après-midi. Est-ce qu'on a le temps d'une dernière question ou d'une dernière... comment faire quand les parents demandent à se faire réassurer par les enfants? Que les enfants ne les abandonnent jamais.
En fait, ces parents-là, ils sont restés sur leurs petits-enfants intérieurs qui ont peur d'être abandonnés. C'est à eux à travailler, malheureusement. Les enfants ne peuvent pas, enfin, ils peuvent être parentifiés, mais ce n'est pas leur rôle. Et des parents qui sont fragiles, vulnérables sur ce plan-là, vont penser que leurs enfants, quand ils partent dans leur vie, les abandonnent. Quand ils ne viennent pas les voir pendant les vacances, les abandonnent. Donc, il y a vraiment cette notion-là très, très présente dans leur vie. Un enfant, personne ne peut rassurer quelqu'un. Je t'aimerai toujours, je serai toujours à tes côtés. On ne sait pas ce que la vie va proposer. Donc, on ne peut pas s'engager à 100%. Mais si le parent est défaillant sur sa solidité intérieure, il va être vraiment en difficulté. Mais les enfants peuvent être entraînés dans quelque chose qui ne leur appartient pas. Voilà. Alors, il y a une question aussi qui est très intéressante, qui est posée par Stéphanie. Comment travailler son arbre si on n'a pas d'informations sur ses ancêtres? Comment on fait? Oui, alors, on peut travailler son arbre déjà avec les archives départementales. Il y en a qui sont beaucoup en ligne. On peut avoir des extraits de naissance, décès, mariage en ligne dans les départements concernés. On peut travailler son arbre même si on n'a pas tous les éléments. Parce qu'en fait, on va beaucoup s'appuyer aussi sur les souvenirs, les rituels familiaux, les habitudes, les phrases éducatives qui nous formatent bien comme il faut, même encore à l'âge adulte. Voilà. Donc, on va s'appuyer sur vraiment tous ces éléments-là. Et puis, bien sûr, si on a des dates précises et des prénoms, etc., ça aide, évidemment. On voit les liens beaucoup plus facilement. Mais voilà, on peut travailler autrement l'histoire familiale. Alors, Samy lève la main. Donc, si vous voulez prendre la parole, Samy. Oui, j'ai une question qui est simple mais très révélatrice pour moi. Dans ma vie, j'ai souvent eu l'occasion de rencontrer des personnes abandonnées, que ce soit sur un cadre familial, professionnel, et des personnes souvent qui sont autistes ou HPI, et qui ont ce sentiment abandonnique. Et est-ce qu'il existerait un lien entre être autiste, être abandonnique, ou HPI, ou quelque chose comme ça? Ben, en fait, je dirais, toutes les façons de se démarquer de ce qui est dans la normalité, entre guillemets, du clan, de ce que le clan reconnaît comme normal, eh bien, tout ça va faire que les personnes, si elles sont en dehors des clous, des ornières familiales, elles vont se trouver abandonnées ou pas comprises. C'est pareil. Certains, c'est pareil. Si par exemple, je suis une artiste, que depuis toute petite, je veux danser ou faire de la peinture, si dans mon clan, ça ne se fait pas, ben, je suis abandonnée, on ne me comprend pas, on ne veut pas savoir qui je suis réellement, et donc je suis laissée sur le chemin. Voilà. Donc les hauts potentiels, les HPI peuvent être dans des comportements qu'on ne comprend pas, donc ils peuvent se sentir complètement exclus du clan ou en tout cas du lot que les enfants ont dans cette famille. Alors, du coup, je trouve que c'est parfait pour clôturer cette heure ensemble parce que, évidemment, comme tout, la blessure d'abandon, comme les autres blessures d'ailleurs, a forcément de très beaux cadeaux derrière tout ça à vous offrir, puisque vous êtes construit avec ça et il n'y a pas toujours que les failles qui sont visibles, mais il y a aussi tous les trésors derrière. Donc, voilà, peut-être aussi de commencer à regarder ce que ça vous a offert aussi au-delà de tout ça. Oui. Et puis le chemin va continuer en vous avec les questions qui ont pu être posées. Vous allez voir autrement peut-être certaines situations de votre vie et de votre quotidien. Alors, on vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve, si vous le souhaitez, je crois que c'est le 8 décembre, où on va parler de tout ce qui se raconte autour du poids, la prise de poids, la perte de poids dans la famille. Ce sera le sujet du mois prochain. Au plaisir de vous rencontrer en mars si vous voulez vous joindre à nous ou pour d'autres occasions. En tout cas, un grand merci pour votre participation et on vous dit au mois prochain.